Julien Morel, à 37 ans, incarnait l'élégance, la réussite et le pouvoir. À la tête d'un empire hôtelier bâti avec la rigueur d'un stratège, il évoluait dans les cercles les plus raffinés de Paris comme un roi dans son domaine. Son nom seul évoquait le luxe discret, les lobbies marbrés, les suites silencieuses où les grands de ce monde venaient chercher refuge. Il vivait dans un appartement au dernier étage d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement, là où les dorures anciennes se mêlent aux lignes modernes. Il croyait en l'ordre, en la maîtrise, en l'avenir bâti sur des fondations solides. Et il croyait surtout en la lignée Morel, cette idée intangible qu'un nom devait survivre à celui qui le portait. Camille Laurent, elle, était tout autre chose. 29 ans, institutrice passionnée, elle habitait d'abord un petit studio dans le quartier latin, entre les livres de poésie et les affiches d'art. Elle aimait les enfants comme on aime l'inconnu, avec une confiance presque naïve. Leur rencontre avait été le fruit du hasard, ou du destin selon elle. Lors d'un colloque sur l'éducation alternative, Julien, invité comme mécène, avait croisé son regard. Une conversation maladroite, un café improvisé, puis des semaines à se découvrir. Camille avait cette douceur désarmante qui fissurait la carapace de Julien. Elle riait des choses simples, posait des questions qui n'attendaient pas toujours de réponse. Elle n'était pas impressionnée par sa fortune, ni par ses hôtels, ni même par ses silences. Leur amour avait surpris. Ses amis parlaient de caprices, les siens de miracles. Mais Julien s'était engagé avec une ferveur qu'on ne lui connaissait pas. Il avait insisté pour qu'elle emménage dans son appartement, réaménagé pour elle, entre 2 réunions internationales et une inauguration à Dubaï. Leur soirée était faite de compromis. Elle lui parlait de ses élèves, il lui parlait de chiffres. Elle cuisait des gratins, il débouchait des bouteilles de millésimes rares. Le contraste était frappant, mais cela semblait fonctionner. Camille l'aimait pour ce qu'il cachait, pas pour ce qu'il montrait. Et Julien, contre toute attente, s'était ouvert. Il lui avait fait une promesse. Une nuit d'hiver, en face de la Seine gelée, il avait pris sa main. « Je veux un enfant avec toi, Camille. Je veux que mon nom continue, avec nous. » Elle avait pleuré, touchée par la sincérité inattendue. L'idée d'une famille s'était installée dans leur quotidien. Elle avait arrêté sa contraception. Ils comptèrent les jours, traquèrent les signes, riaient parfois de leur maladresse. Mais les mois passaient, vides. Camille, d'abord confiante, commença à douter. Elle multiplia les rendez-vous médicaux, les analyses. Julien restait distant à ses démarches, feignant la sérénité. Il répétait que cela viendrait, que certaines choses prenaient du temps. Mais derrière ces mots rassurants, une impatience sourde naissait. Le nom Morel ne pouvait s'éteindre. Ce n'était pas une question de désir, mais d'ordre. Il avait tout bâti pour transmettre. Camille, elle, ressentait une angoisse croissante. Elle lisait, cherchait, espérait. Quand les résultats tombèrent, tout bascula. Elle reçut le dossier un mardi matin, dans une enveloppe blanche trop légère. Le verdict médical parlait d'une pathologie rare, complexe. Une condition qui, sans rendre la grossesse impossible, la rendait extrêmement difficile, presque improbable. Ses mains tremblaient en lisant. Elle pensa d'abord à le cacher, mais son honnêteté fut plus forte. Ce soir-là, elle rentra chez eux, le cœur lourd. Julien l'attendait, un verre à la main. Elle s'assit, lui tendit le dossier. Il lut en silence, sans réaction. Lorsqu'il leva enfin les yeux, elle ne vit ni compassion ni inquiétude, seulement une froideur implacable. « Tu savais ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, choquée. « Tu crois que j'aurais continué à espérer si j'avais su ?» Mais ces mots glissaient sur une muraille. Julien se leva, fit quelques pas, puis se retourna, tranchant. « Tu m'as trahi. » Elle sentit l'air se vider autour d'elle. « Ce n'est pas de ta faute, dis-tu, mais c'est ma vie que tu détruis. Mon avenir. » Il exigea qu'elle parte, ce soir-là, sans délai. « Je t'aime, Julien, » murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vue. Mais il ne répondit pas. Il fixa la ville par la baie vitrée, comme si elle n'existait déjà plus. Camille quitta l'appartement au milieu de la nuit. Elle ne prit que quelques affaires. Personne ne la vit partir. Dans la rue silencieuse, elle se sentit vide, brisée. L'amour n'avait pas suffi. Une promesse avait été faite, mais la fierté, elle, avait parlé plus fort. Camille ne dormait plus. Les nuits s'étiraient comme des couloirs sans fin, hantées par le souvenir du regard de Julien. Elle avait quitté Paris sans prévenir personne, s'était réfugiée dans un petit village du sud de la France,
à quelques kilomètres de Nîmes, où une amie de l'université lui avait proposé un poste temporaire dans une école élémentaire. Elle avait accepté sans réfléchir. Son ancienne vie, celle des dîners parisiens, des robes sobres et des silences pleins de promesses, s'était effondrée d'un seul coup. Et elle n'avait gardé de Julien que le souvenir d'un visage figé dans la colère. Les premiers jours furent des épreuves. Elle se réveillait en sursaut, croyant encore sentir son parfum, sa voix froide lui disant de partir. Elle relisait le dossier médical encore et encore, espérant y voir autre chose que la froide certitude des mots. Réserve ovarienne très diminuée, taux de réussite extrêmement faible, protocole lourdement invasif recommandé. Mais aucun mot n'avait le pouvoir de changer ce que Julien avait vu, un avenir compromis, une faille dans la perfection qu'il s'était promis. Le matin où elle avait reçu le diagnostic, elle s'était assise seule sur le canapé du salon, regardant les ombres jouer sur les murs. Elle s'était rappelée de leur première conversation sur les enfants. Il avait dit « Je veux une fille qui ait tes yeux et mon nom ». Elle avait souri alors, naïvement convaincue que l'amour suffisait. Mais l'amour ne pèse rien face au poids d'un héritage. Ce qu'elle avait cru être une union, Julien l'avait vu comme une transmission. Et dans sa logique froide, un ventre qui ne pouvait pas porter un enfant n'était plus qu'un obstacle. Il n'avait pas crié. Il n'avait même pas pleuré. Il l'avait regardé comme on regarde un investissement qui a échoué. « Tu aurais dû me dire plus tôt » avait-il répété. Elle avait essayé d'expliquer que rien ne laissait présager cette condition, qu'elle aussi avait cru qu'ils y arriveraient. Mais il ne voulait pas comprendre. Pour lui, c'était une trahison du futur, une perte inacceptable. Et alors il l'avait dit. D'une voix calme, presque polie, « Il faut que tu partes, ce soir. » Elle avait tenté de le raisonner, de lui dire qu'il y avait des traitements, des chances, même minimes. Mais il ne voulait pas d'incertitude. Il ne voulait pas d'un peut-être. Il voulait une lignée garantie, une promesse tangible. Camille, avec toute son humanité, sa tendresse et ses espoirs, n'était plus que l'ombre d'un rêve qu'il n'avait pas su contrôler. Elle s'était levée, abasourdie, avait rassemblé quelques vêtements, une trousse de toilette, ses livres de chevet. Il n'avait pas proposé d'aide. Il n'avait même pas détourné les yeux de la baie vitrée. Elle avait quitté leur appartement en silence, sans claquer la porte. Dans la rue, le froid l'avait saisie. Elle s'était dit qu'elle reviendrait peut-être pour discuter. Mais les jours passèrent et elle comprit que Julien ne la rappellerait jamais. À Paris, les rumeurs allèrent bon train. On murmurait que le mariage avait été annulé à cause d'une trahison. Certains parlaient d'infidélité, d'autres d'un désaccord familial. Julien, fidèle à son image, n'expliqua rien. Lors de ses apparitions publiques, il était plus froid que jamais. Il participait aux galas, aux réunions, mais ne parlait jamais d'elle. Ceux qui le connaissaient remarquèrent un changement subtil, un durcissement du regard, une rigidité nouvelle dans les traits. Il ne parlait plus de paternité. Le nom Morel ne semblait plus être une obsession, mais une croix à porter seule. Camille, de son côté, reconstruisait doucement une routine. Les enfants de l'école l'adoraient. Son sourire revenait par moments. Mais chaque soir, en rangeant les copies, elle repensait à cette vie brisée. Elle se demandait ce qui, en elle, avait été insuffisant. Elle relisait ses carnets, ses projets de mariage, les lettres d'amour qu'il lui écrivait au début. Tout semblait si loin, si étranger. Puis, un matin, elle consulta un autre médecin. Pas à Paris, pas dans ses cliniques froides, mais dans une petite salle modeste, auprès d'un gynécologue à l'écoute. Il lut son dossier, hocha la tête lentement. « C'est sérieux, oui, mais pas irréversible. Vous avez encore une chance. Une toute petite, mais réelle. » Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Elle sortit du cabinet avec une sensation étrange, presque coupable. Une part d'elle voulait le lui dire, l'appeler, lui montrer qu'il s'était trompé. Mais une autre, plus profonde, savait qu'il ne méritait pas cette vérité. Pas encore. Elle garda le secret. Le temps passa. Les saisons changèrent. Camille apprit à vivre sans lui, sans promesse. Mais elle ne cessa jamais de penser à ce que leur amour aurait pu devenir s'il avait eu le courage de l'imperfection. Le départ de Camille s'était déroulé dans un mutisme glacial, un effacement sans éclat. Elle avait coupé tout, contact avec Paris, changé de numéro, supprimé ses réseaux sociaux. Même ses amis les plus proches ignoraient où elle était partie.
Seule sa collègue de l'école rurale connaissait son histoire, et encore, à peine. Camille s'était imposé un exil volontaire, loin des regards, des jugements, des souvenirs. Elle s'était construite un quotidien simple, fait de petits rituels et de silences apaisants. Dans cette ville tranquille où personne ne connaissait son passé, elle retrouvait peu à peu le goût des choses lentes, des enfants qui courent en riant dans la cour de récréation, des couchers de soleil sur les collines. À Paris, Julien reprenait sa place sur la scène publique avec une froideur redoublée. Les médias spécialisés dans les affaires et le luxe le montraient en couverture, toujours impeccable, entouré de partenaires prestigieux. Lors d'un gala caritatif au palais de Tokyo, il apparut seul, le visage fermé, ses gestes mesurés. Les journalistes évitaient les questions sur son ex-fiancé. Les rumeurs étaient nombreuses, mais aucune confirmation ne venait. Certains insinuaient une infidélité de sa part. D'autres suggéraient une incompatibilité de caractère. Mais le mystère faisait aussi partie du personnage. Julien Morel ne s'expliquait jamais. Il décidait, avançait, et laissait les autres spéculer. Ses amis les plus proches remarquaient cependant un changement. Il était moins présent, moins chaleureux, si tant est qu'il l'eût jamais été. Ses rares sourires semblaient mécaniques. Il avait réorganisé ses semaines, multipliant les voyages professionnels, comme pour fuir une ville devenue trop lourde de souvenirs. Lorsqu'on lui parlait de Camille, il répondait par un haussement d'épaule ou un « cela n'a pas marché ». C'est tout. Personne n'insistait. On connaissait Julien. L'émotion n'était pas son terrain. Mais au fond, quelque chose s'était brisé. Il rentrait souvent tard dans l'appartement silencieux, n'y changeant rien. Les objets de Camille avaient disparu, mais leur absence était encore plus présente. Il gardait les pièces dans la même disposition, comme si un retour restait possible, bien qu'il n'y croyait pas vraiment. Il ne lisait plus. Il ne jouait plus de piano. Ses soirées étaient en fait de dossiers, de bilans, de vin rouge bu seul, face à la ville. Ses parents, installés dans une villa de Neuilly, ne posaient pas de questions, mais leur déception était palpable. Sa mère lui avait simplement dit un soir « Tu n'aurais pas dû la laisser partir ». Il n'avait pas répondu. Julien n'aimait pas revenir sur ses décisions, encore moins lorsqu'elles étaient motivées par sa vision du monde. Il avait cru agir avec raison, il avait cru protéger son avenir, mais il constatait jour après jour que l'avenir sans elle était étrangement vide. Pendant ce temps, Camille s'enfonçait dans une nouvelle vie. Elle travaillait dans une école de campagne où les élèves l'appelaient « maîtresse » avec tendresse, où les parents l'invitaient à des dîners simples, où les discussions parlaient plus souvent de récolte que de stratégie d'investissement. Elle s'était inscrite à un club de lecture, reprenait la peinture. Les douleurs étaient encore là, tapies sous les couches du quotidien, mais elles perdaient de leur emprise. Son visage retrouvait peu à peu ses nuances. Elle souriait davantage. Elle apprenait à ne plus attendre d'excuses. Il y avait des nuits, pourtant, où elle rêvait encore de lui. Julien apparaissait, distant, mais les yeux pleins de regrets. Elle se réveillait en sueur, le cœur serré, puis se rappelait que ce n'était qu'un rêve. Il ne la chercherait pas. Il ne le pourrait pas. Elle avait tout effacé, tout recousu à sa façon. Le prix avait été lourd, mais elle avait survécu. Le temps continuait sa marche implacable. Les visages changeaient, les habitudes se solidifiaient. Camille était devenue une figure aimée dans sa nouvelle communauté. On ne parlait jamais de son passé à Paris. Elle était cette institutrice douce, discrète, parfois mélancolique, une femme avec un mystère, mais un mystère tranquille. Julien, de son côté, renforçait son image de célibataire inaccessible. Il enchaînait les projets, rachetait de nouveaux établissements, ouvrait une antenne à Milan, une autre à Montréal. Sa vie était une succession de succès sans émotion. Il sortait avec des femmes brillantes, toujours parfaites, mais jamais, plus de quelques semaines. Aucune ne restait. Aucune ne parvenait à franchir la barrière invisible qu'il avait érigée autour de lui. Ainsi s'écoulèrent 7 longues années. 7 années de silence, de fierté blessée, de souvenirs figés, jusqu'au jour où un simple dossier oublié allait faire tout basculer. C'était un matin de fin d'hiver gris et sec, comme Paris en connaît tant. Julien, toujours aussi méthodique, avait décidé de consacrer sa journée à une tâche qu'il repoussait depuis des années. Trier les archives de son ancien bureau personnel, désormais relégué à une pièce secondaire de son appartement. Entre des classeurs jaunis, des carnets de notes, des contrats anciens
Il retrouvait des vestiges de sa propre ascension. Mais ce qui attira son attention fut une chemise cartonnée bleue, sans étiquette, coincée entre deux volumes reliés en cuir. Il la tira avec lenteur, curieux. Lorsqu'il l'ouvrit, son cœur rata un battement. C'était le dossier médical de Camille. Il y avait là les analyses qu'elle lui avait montrées ce soir funeste. Mais ce n'était pas tout. Glissé entre deux pages, un autre document, plus récent, jamais vu auparavant. Il s'agissait d'un compte-rendu complémentaire, émis par un autre laboratoire quelques semaines après la première consultation. L'écriture du médecin était nette, les termes clairs. Bien que la réserve ovarienne soit diminuée, la fertilité ne peut être considérée comme impossible. Suivi recommandé, possibilité de grossesse naturelle ou assistée selon évolution. Julien resta figé. Les mots semblaient flotter devant ses yeux, irréels. Il relut le rapport à voix basse une fois puis deux. Une certitude monta lentement en lui. Il n'avait jamais vu ce document. Camille le lui avait-elle caché? Ou était-ce lui qui l'avait égaré dans son empressement à tout rejeter, à tout conclure? Il tenta de reconstituer cette soirée, mais ses souvenirs étaient flous. Il se souvenait de la colère, de la déception, de la sensation d'avoir été trompé. Mais maintenant, face à cette feuille de papier, ce n'était plus la colère qui dominait, c'était la honte. Il passa la journée entière dans ce bureau, le dossier à ses côtés. Il ne répondit à aucun appel. À mesure que les heures défilaient, le poids de ses choix devenait plus lourd. Il revit le visage de Camille ce soir-là, ses larmes, sa voix tremblante. Il se rappela la façon dont elle avait tendu le dossier, comme un aveu, et lui, comme un juge, l'avait condamné, sans appel. Il avait tranché leur avenir à la hache, sans chercher à comprendre, sans poser de questions. Mais à quoi bon se torturer maintenant? 7 ans étaient dépassés. Elle avait disparu, effacée du monde qu'ils avaient partagé. Peut-être s'était-elle reconstruite, peut-être avait-elle rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être était-elle devenue mère malgré tout. Cette pensée le frappa au ventre. L'idée qu'elle ait pu enfanter, sans lui sembla à la fois une punition et une délivrance. Il ferma le dossier, le plaça dans un tiroir et tenta de se convaincre que cela appartenait au passé. Mais le passé, justement, refaisait surface avec une intensité inattendue. Les jours suivants, il se surprit à penser à elle sans cesse, à ses gestes, à sa voix, à cette façon qu'elle avait de le regarder, non pas comme l'homme puissant que tout le monde craignait, mais comme l'homme qu'il aurait pu être. Il pensa à la retrouver, puis renonça. Que lui dirait-il? Qu'il avait enfin lu un document qu'elle lui avait peut-être laissé. Qu'il regrettait de ne pas avoir été plus patient, plus humain. À quoi cela servirait-il? Elle méritait mieux que des remords tardifs. Il retourna à ses affaires, tenta de retrouver son rythme. Mais quelque chose avait changé. Chaque décision semblait désormais moins claire. Chaque victoire, un peu plus vide. Son entourage le remarqua. Il paraissait distrait, moins incisif. Lors d'une réunion stratégique, il perdit le fil de sa présentation. Ses collaborateurs se regardèrent, étonnés. L'un d'eux osa même lui demander s'il allait bien. Julien répondit d'un simple « Je suis fatigué » et clore le sujet. Mais la vérité était ailleurs. Ce dossier oublié avait fissuré une carapace qu'il croyait invulnérable. Le soir, dans son lit immense, il fixait le plafond et revoyait les scènes anciennes comme des fragments d'un film jamais terminé. Il se demandait ce qu'elle faisait, où elle vivait, si elle pensait encore à lui. Il s'en voulait d'avoir voulu que tout soit parfait, comme ses hôtels, comme ses contrats. Il s'en voulait d'avoir confondu amour et projet. Mais au fond, malgré sa fierté, une idée s'insinuait lentement. Et si elle n'avait pas tourné la page? Et s'il y avait encore quelque chose à dire, à réparer, même tardivement? Il ne savait pas par où commencer. Il ignorait même si elle était toujours en France. Mais désormais, il ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Il n'avait pas encore décidé d'agir, mais une faille était apparue. Et par cette faille, une lumière étrange commençait à filtrer. Le printemps était revenu, timide et incertain, quand Julien fut invité à une conférence hôtelière internationale à Lyon. Il s'y rendit par obligation plus que par intérêt, n'ayant plus goût aux cérémonies ou aux discours convenus. L'événement se déroulait dans un palace en bord de Rhône, fréquenté par des cadres en costume sombre, des chefs de projet multilingues et des investisseurs au rire fin. Julien, comme à son habitude,
ne se mêlait que brièvement aux discussions, préférant la solitude des couloirs, les cafés amers et les promenades silencieuses à l'extérieur. C'est justement lors d'une de ces échappées, un après-midi, qu'il se retrouva à errer dans les ruelles du Vieux Lyon. Les pavés irréguliers, les façades anciennes, les odeurs de boulangerie lui offraient un contraste apaisant avec la froideur des salles de conférence. Il longeait les vitrines en prenant soin de ne pas croiser trop de regards. Puis, à un carrefour, il vit une silhouette familière. Elle était de dos, vêtue d'un manteau beige clair, ses cheveux bruns ondulés flottant sous une légère brise. À sa main pendait celle d'un petit garçon, peut-être 6 ans, qui trottinait en racontant quelque chose d'enthousiaste. Julien ralentit, troublé par une impression puissante, presque irréelle. Lorsqu'elle se retourna brièvement pour surveiller la circulation avant de traverser, son cœur se figea. Camille. Elle n'avait presque pas changé. Un peu plus mince peut-être, plus grave dans les traits, mais c'était elle. Son visage, si souvent rêvé, surgissait là, comme tiré d'un souvenir. Il resta immobile, pétrifié. Elle ne l'avait pas vu, mais ce fut l'enfant qui accapara soudain toute son attention. Le garçon avait les mêmes yeux que lui à cet âge, le même front, le même pli au-dessus du sourcil gauche lorsqu'il fronçait les sourcils en parlant. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était comme se voir dans un miroir temporel. Il ne pouvait y avoir de doute. Ce garçon, c'était son fils. Cela ne pouvait être autrement. Il voulut s'approcher, appeler Camille, mais ses jambes restèrent ancrées au sol. Il la regarda traverser la rue avec le petit, leurs pas en harmonie. Ils disparurent quelques instants derrière une façade. Julien reprit ses esprits et les suivit à distance prudente. Il les vit s'arrêter devant une école, un bâtiment en pierre avec une cour intérieure. Camille embrassa le garçon, qui courut rejoindre d'autres enfants. Elle resta là un instant, le regard doux, puis s'éloigna seule par une ruelle latérale. Julien s'appuya contre un mur, le souffle court. Tout se bousculait. Les années, le dossier oublié, les regrets. Il se souvenait de cette nuit où elle était partie, le ventre vide, le cœur brisé. Et maintenant, elle tenait la main d'un enfant qui ne pouvait être que le sien. Elle avait menti, ou avait-elle simplement vécu ce qu'il lui avait refusé? Avait-elle eu ce bébé toute seule, contre toutes les prévisions, contre sa sentence d'infertilité? Il ne savait que penser. La seule certitude, c'était l'évidence biologique du garçon, le même regard pénétrant, le même port de tête. Julien se sentit submergé. Il resta de longues minutes devant l'école, immobile. Des enfants sortaient en riant, des parents discutaient, mais lui était ailleurs. Quand il revint à l'hôtel, tard dans l'après-midi, il n'avait parlé à personne. Il monta dans sa suite, ferma les rideaux et s'assit en silence. Il sortit une feuille de papier, tenta d'écrire quelque chose, mais rien ne venait. Aucune phrase ne semblait juste, aucun mot assez fort. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il revoyait en boucle la scène. Camille, le garçon, leurs gestes, leurs sourires. Il tentait de comprendre comment elle avait pu traverser tout cela seule. Comment elle avait pu élever un enfant sans jamais le lui dire? Ou peut-être avait-elle essayé? Peut-être qu'il n'avait pas voulu entendre. Une colère sourde montait en lui, mais elle n'était dirigée que vers lui-même. Le lendemain, il retourna dans le quartier. Il se posta discrètement en face de l'école, attendit. Quand elle arriva, elle tenait à nouveau la main du garçon. Il observa leurs échanges, leur complicité. Puis, au moment où il passait près de lui, il fit un pas en avant. Mais Camille, l'apercevant enfin, blêmit. Sans un mot, elle attrapa l'enfant et traversa en hâte. Julien, paralysé, la regarda disparaître à nouveau. Le passé venait de ressurgir, et cette fois, il ne partirait pas si facilement. Julien resta planté sur le trottoir, figé comme une statue au cœur d'un monde en mouvement. Il venait de revoir Camille après 7 ans, mais surtout, il venait de croiser le regard d'un enfant qui ne pouvait être que le sien. La fuite. Précipité de Camille, son visage tendu n'avait fait que confirmer son intuition. Quelque chose d'immense lui avait été caché. Et pourtant, dans cette esquive, il n'y avait pas de haine. Il y avait de la peur. Peut-être même un soupçon de douleur encore vive. Julien sentit son ventre se nouer. Il décida de ne pas repartir à Paris. Il appela son assistant, invoqua un empêchement personnel et prolongea son séjour à Lyon.
Il prit une chambre dans un hôtel plus discret, loin des regards. Ce qu'il venait de découvrir ne pouvait pas être laissé en suspens. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait exactement, des explications, un pardon ou simplement la vérité. Mais il ne pouvait plus rester passif. Le lendemain matin, il retourna dans le même quartier, se postant à nouveau non loin de l'école. Il resta discret, se tenant à bonne distance. À l'heure d'entrée, Camille apparut, cette fois plus calme, mais les traits toujours fermés. Elle tenait son fils par la main, lui parlait doucement. Julien observa. Le garçon marchait avec une assurance tranquille, jetant des regards curieux autour de lui, exactement comme lui à cet âge. Lorsqu'il fronça les sourcils pour ajuster la sangle de son sac à dos, Julien sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était plus un doute, c'était une évidence viscérale. Il les suivit de loin sur quelques mètres après qu'ils eurent quitté l'école. Camille, comme la veille, prit la ruelle latérale, longea une petite place bordée de platanes, puis entra dans un bâtiment résidentiel ancien. Julien nota l'adresse. Il ne savait pas encore s'il aurait le courage d'y frapper, mais il avait désormais une piste concrète. Ce soir-là, il relut le dossier médical de Camille qu'il avait rapporté de Paris. Il s'attarda de nouveau sur les mots du second rapport. Possibilité réelle de grossesse. À l'époque, il n'avait pas voulu les entendre. Pire, il les avait ignorés. Son orgueil l'avait aveuglé. Il avait préféré croire à une vérité simple, définitive, plutôt que d'affronter l'incertitude. Et dans cette fuite, il avait perdu plus qu'un amour. Il avait perdu un fils. Le jour suivant, il prit une décision. Il attendit que Camille sorte seule, sans l'enfant, pour l'aborder. Elle marchait vers la petite librairie du quartier, un cabas en toile à la main. Julien apparut à quelques mètres d'elle, surgissant d'une rue transversale. Lorsqu'elle le vit, elle s'immobilisa. Il avança doucement, les mains visibles, le regard bas. « Camille » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer, figé. Julien s'approcha un peu plus, mais garda ses distances. « Je ne veux pas te forcer à parler, mais j'ai besoin de comprendre. Je t'ai vu avec lui. » Elle ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient frappée. Puis elle parla d'une voix calme, tendue. « Tu n'as pas ce droit, Julien. » Il hocha la tête, lentement. « Peut-être pas, mais je ne peux pas faire semblant. Il te ressemble, et il me ressemble. Dis-moi au moins si... » Elle l'interrompit. « Tu m'as mise dehors, tu m'as jetée comme une erreur. Et maintenant, tu veux des réponses? Pourquoi maintenant ?» Il n'eut rien à répondre. Il sentit le poids de ses fautes s'abattre sur ses épaules. Camille détourna le regard, prête à s'éloigner, mais elle s'arrêta. « Ah, elle s'appelle Hugo. Il a 6 ans. Il est gentil, curieux et il n'a aucune idée de qui tu es. Tu veux bouleverser sa vie maintenant, Julien? Parce que ta conscience se réveille ?» Le silence entre eux était brutal. Il aurait voulu lui dire qu'il regrettait, qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, qu'il avait été lâche et stupide. Mais rien de ce qu'il dirait ne suffirait. Pas pour effacer 7 ans, pas pour réparer une absence. « Je ne veux rien bouleverser, souffla-t-il enfin. Je veux juste comprendre. Peut-être le connaître un jour. » Camille le regarda longuement, et ce qu'il vit dans ses yeux, ce n'était pas de la haine. C'était plus compliqué. C'était un combat entre la douleur, la protection et une tendresse qu'elle n'osait plus nommer. Ce regard-là, Julien le connaissait. C'était celui d'une femme qui avait aimé profondément et qui avait été trahie au point de ne plus savoir si l'on pouvait aimer encore. Elle reprit son chemin sans un mot de plus. Julien ne la suivit pas, mais il savait maintenant qu'il ne pourrait plus reculer. Le regard de Camille avait parlé, et il n'avait pas menti. Julien ne retourna pas à Paris, pas encore. Il prolongea une fois de plus son séjour, trouvant un équilibre précaire entre attente et action. Il passait ses journées à marcher dans les rues de Lyon, comme si le mouvement pouvait atténuer l'agitation intérieure. Mais rien ne le distrayait. L'image de Camille, droite, protectrice, défendant leur fils contre son propre père, le hantait. Et cette phrase, simple mais tranchante, « Il s'appelle Hugo, il n'a aucune idée de qui tu es ». Julien la répétait sans cesse, comme une sentence. Il savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer à distance. Il devait lui parler, non pas comme un homme blessé par le passé, mais comme un homme prêt à assumer ce qu'il avait fui. Il prépara ses mots, les répéta mentalement. Il ne voulait ni l'attaquer ni se justifier. Il voulait comprendre.
et peut-être, espérait-il, ouvrir une brèche dans le mur qu'elle avait construit. Il attendit 2 jours. Puis, à l'heure du déjeuner, il se posta non loin de l'école, sachant qu'elle viendrait chercher Hugo. Quand elle apparut, il l'intercepta à une intersection, dans un lieu discret. Cette fois, elle ne sembla pas surprise. Elle s'arrêta, soupira et croisa les bras. « Tu ne vas pas me laisser tranquille, c'est ça ?»« Non, » répondit-il doucement. « Pas avant qu'on ait parlé. Juste toi et moi. S'il te plaît. » Elle le scruta longuement, puis hocha la tête, résignée. 10 minutes, pas plus. Ils marchèrent jusqu'à un petit café au coin de la rue, silencieux, en ce début d'après-midi. Ils s'installèrent en terrasse, à l'écart. Julien commanda un café, Camille rien. Elle le regardait sans ciller, comme pour lui faire comprendre qu'elle contrôlait chaque seconde de cet échange. « Tu savais que j'étais là ?» demanda-t-il d'emblée. « Non, c'est une coïncidence, une mauvaise. Et moi, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Camille prit une profonde inspiration. Elle sembla chercher ses mots. « Parce que tu m'as dit de partir, parce que tu m'as dit que je détruisais ton avenir, et parce que tu ne m'as jamais demandé si tu avais tort. Mais je ne savais pas, Camille. Ce second diagnostic, je ne l'ai vu qu'il y a quelques semaines. Il était resté coincé dans le dossier. Je croyais que tu ne pouvais pas. Tu croyais ce que tu voulais croire, Julien. Tu voulais que tout soit parfait, et moi, je ne l'étais pas. Alors tu as fermé la porte. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce qu'il venait d'entendre. Elle avait raison. Il avait choisi le confort de l'ignorance, le soulagement brutal de l'exclusion, plutôt que l'inconfort de la vérité. « Hugo est mon fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, les mains tremblantes. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa puis détourna les yeux vers la rue. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi ? Pourquoi ne pas me dire clairement ? Parce que tu veux une vérité nette, mais il n'y en a pas. Tu as abandonné l'idée de famille à la première difficulté. Tu m'as laissé seul avec ce diagnostic, seul avec l'espoir, la peur, le traitement. Et ensuite, seul avec cette grossesse inattendue, miraculeuse. Tu comprends ce que c'était, Julien ? Porter un enfant alors qu'on m'avait dit que c'était presque impossible et devoir le faire loin de tout, loin de toi. Julien sentit une boule dans sa gorge. Il ne pouvait rien répondre. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup direct à sa fierté, à son passé, à son cœur. « J'ai essayé d'écrire, continua-t-elle plus doucement. J'ai écrit une lettre, je l'ai gardée. Je n'ai jamais su si je devais te l'envoyer. Par orgueil peut-être, ou par peur. Et puis, le temps passe. Et on se dit que c'est trop tard. » Julien releva les yeux, sa voix brisée. « Il n'est pas trop tard, donne-moi cette lettre. Dis-moi ce que je n'ai jamais voulu entendre. Laisse-moi au moins lire ce que tu as vécu. » Camille le regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une lueur indéfinissable, de la méfiance sans doute, de la douleur encore, mais aussi quelque chose d'autre, plus fragile, l'ombre d'une curiosité. Elle fouilla dans son sac lentement et en sortit une enveloppe pliée, usée par le temps. « Je l'ai gardée 7 ans. Je n'ai jamais osé la jeter. Je ne sais pas pourquoi. » Elle la déposa sur la table puis se leva. « Lis-la, mais ne reviens pas tout de suite. Laisse-moi respirer. Ce n'est pas parce que tu veux savoir que je suis prête à te répondre. » Et sans un mot de plus, elle s'éloigna, laissant Julien seul, l'enveloppe dans la main, plus lourde qu'un dossier médical, plus décisive qu'un test. Julien resta longtemps assis devant la table vide du café, la lettre posée devant lui, intacte. Il hésitait à l'ouvrir, comme si le simple fait de briser l'enveloppe allait libérer un flot de douleur qu'il n'était pas encore prêt à affronter. L'enveloppe était simple, sans adresse, légèrement froissée par le temps. Il y voyait là toute la symbolique de ce qu'ils avaient été, quelque chose de précieux, oublié, mais jamais détruit. Finalement, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste et quitta la terrasse. Il marcha lentement jusqu'à l'hôtel, ses pensées alourdies. Dans sa chambre, il prit soin de poser la lettre sur le bureau, puis s'assit face à elle. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il trouva le courage de rompre le silence figé dans le papier. La lettre était écrite à la main, à l'encre noire, de cette écriture penchée et régulière qu'il connaissait par cœur. Elle commençait sans formule solennelle, mais avec la sincérité nue de ceux qui n'attendent plus de réponse. « Julien, je ne sais pas pourquoi j'écris cette lettre. Peut-être parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Peut-être parce qu'un jour j'aurai le courage de te l'envoyer. Ou peut-être que je la garderai pour moi, comme un dernier lien avec ce que nous avons été.
Tu m'as demandé de partir. Tu m'as regardé comme si j'étais devenu une imposture, une menace à ton avenir. J'aurais voulu te haïr pour ça. J'aurais voulu crier. Mais je suis parti en silence, parce que je savais que tes mots étaient définitifs. Je te connaissais trop bien. J'ai continué à vivre. Je me suis installé ailleurs, j'ai recommencé, et puis quelque chose d'impossible s'est produit. Je suis tombée enceinte. Je n'y croyais pas moi-même. Je suis allé voir 3 médecins différents. Tous m'ont dit que c'était rare, mais pas impossible. Et moi, je me suis dit que c'était un signe, pas un miracle. Je n'aime pas ce mot. Juste une revanche discrète du corps sur le verdict trop rapide des hommes. Je n'ai jamais su si je devais te le dire. J'ai attendu. Chaque jour, chaque semaine. Je me disais, demain, j'écrirai. Demain, j'appellerai. Mais le temps passait, et avec lui, ta voix s'éloignait. Et je ne voulais pas que mon enfant soit un sujet de débat, de conflit ou de suspicion. Il ne méritait pas ça. Alors je l'ai élevé seul. Je l'ai vu sourire, marcher, parler, et chaque jour je voyais en lui un peu de toi. C'était insupportable parfois, et d'autres fois, c'était ce qui me faisait tenir. Il est drôle, tu sais, intelligent. Il pose 1000 questions. Il veut tout comprendre. Il est curieux de tout, comme toi. Et parfois, il me regarde avec cet air de défi tranquille que tu avais quand tu pensais avoir raison sur tout. Je ne sais pas si tu liras un jour cette lettre, mais si c'est le cas, je veux que tu saches une chose. Je n'ai jamais voulu te punir. Je n'ai pas fait ça pour me venger. Je ne t'ai pas exclu de sa vie. Tu t'en es exclu tout seul. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, malgré l'abandon, je ne t'ai jamais effacé. J'ai appris à vivre sans toi, mais jamais à t'oublier. Camille. Lorsque Julien reposa la lettre, il sentit ses mains trembler. Chaque mot résonnait en lui comme une gifle, comme un miroir impitoyable. Il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Il n'avait pas simplement refusé un avenir avec elle, il avait refusé la complexité, le risque, l'imprévu. Il avait érigé son orgueil comme un mur entre eux. Et derrière ce mur, elle avait construit une vie entière, seule, avec courage, avec amour. Il relut la lettre une 2e fois, puis une 3e. Et chaque lecture ne faisait qu'approfondir la plaie. Il pensa à Hugo, à son enfance sans père, aux anniversaires, aux maladies, aux nuits de peur. Il pensa à Camille, seule face à tout cela portant le poids de leur choix et celui de son silence. Julien resta éveillé jusqu'à l'aube. Il ne pouvait plus fuir, il devait affronter ses fautes, et peut-être, s'il en était digne, commencer à réparer ce qu'il avait détruit. Pas avec des mots, pas avec des excuses, mais avec des actes réels, constants, profonds. Le temps de la lettre était passé. Le temps du retour venait de commencer. Julien n'était plus le même homme. La lettre de Camille avait agi comme un choc sismique lent et silencieux. Depuis cette nuit blanche, il voyait chaque détail de sa vie autrement. Le monde autour de lui, les rues, les passants, les cafés, tout semblait baigné dans une lumière différente, plus douce, mais aussi plus douloureuse. Ce n'était plus une question de sentiment ou de regret. C'était une urgence intérieure, viscérale, celle d'être enfin à la hauteur, non pas de ce qu'il avait été, mais de ce qu'il aurait dû devenir. Il commença par ce qu'il savait faire, observer, analyser. Sans jamais se montrer, il retourna plusieurs fois devant l'école de Hugo, notant ses horaires, ses habitudes, ses expressions. Il regardait l'enfant de loin, dissimulé parmi les passants. Hugo ne le voyait pas, mais Julien le voyait lui, et en lui, il se revoyait. La manière dont il hochait la tête lorsqu'il réfléchissait, ce tic du sourcil gauche quand il se concentrait, sa façon de marcher avec assurance, les mains légèrement ouvertes. Julien en avait le souffle coupé. Mais il ne voulait pas agir dans la précipitation. Il savait que Camille restait sur ses gardes. Elle lui avait donné accès à une vérité, mais pas encore au droit d'en faire partie. Alors, il décida d'avancer à pas mesurés. Il contacta un avocat spécialisé dans le droit familial, discret, habitué aux affaires délicates. Il lui exposa la situation sans fioriture. L'avocat, après avoir écouté en silence, lui posa une seule question. « Voulez-vous engager une procédure de reconnaissance officielle ?» Julien resta un moment silencieux. Il regarda par la fenêtre, puis répondit, la voix grave. « Je veux savoir, mais je ne veux pas lui faire de mal, ni à elle, ni à lui. Pas par la loi, pas par la force. » L'avocat hocha la tête lentement.
Dans ce cas, commencez par parler avec la mère. Il n'y a pas de raccourci ici. Julien remercia, prit les coordonnées de spécialistes en test ADN, mais décida de ne rien faire sans l'accord de Camille. Il savait que la moindre démarche brutale pourrait détruire à jamais le peu de liens fragiles qu'ils étaient en train de retisser. Il devait mériter cette vérité, non l'exiger. Dans les jours qui suivirent, il tenta de s'approcher, autrement. Il s'inscrivit à une association locale qui proposait de l'aide aux écoles publiques, soutien logistique, rénovation, ateliers. Il se proposa pour intervenir auprès des enfants en parlant de métiers, de voyages, d'architecture. Hôtelière, ce n'était pas anodin. L'école de Hugo figurait sur la liste. Il espérait, sans le dire, se rendre utile et peut-être croiser à nouveau Camille, d'une autre manière. Lors de sa première intervention, il entra dans une classe de CM1. Camille n'était pas là. Mais à la récréation, il aperçut Hugo au loin. L'enfant jouait avec d'autres, riait, tombait, se relevait. Julien le regardait comme on regarde un miracle discret. Il ne tenta pas de l'approcher. Il se contenta de cette distance, d'un battement de cœur qui résonnait plus fort à chaque instant. Le sot. Hier, il écrivit une lettre à Camille, brève et sincère. Il la déposa lui-même dans la boîte aux lettres de son immeuble. Camille, je ne veux pas te faire peur. Je ne veux rien imposer. Mais je suis là. Je suis resté à Lyon. Je veux juste une chance d'être présent. Même à distance, même en silence. Je te promets que je ne ferai rien sans ton accord. Je veux que tu saches que je vois Hugo parfois de loin. Et il est magnifique, comme toi, et un peu comme moi. Je n'ai pas de demande, pas d'exigence, juste une main tendue. Julien. Il n'eut pas de réponse immédiate. Mais quelques jours plus tard, Camille l'attendait à la sortie de son intervention dans l'école. Elle se tenait droite, les bras croisés, mais son regard n'était plus le même. « Tu veux le connaître ?» demanda-t-elle sans détour. Julien hésita, puis répondit la voix basse. « Je veux d'abord que tu me fasses confiance. Et ensuite, oui, je veux le connaître. » Elle hocha la tête lentement. « Alors on va y aller doucement, très doucement. Mais si tu veux faire partie de sa vie, tu devras prouver que tu es prêt. Pas pour moi, pour lui. » Julien la regarda, longuement. Il n'y avait dans ses yeux ni menace ni défi, seulement une exigence légitime. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt. Non pas à reprendre ce qu'il avait perdu, mais à mériter ce qu'il n'avait jamais su accueillir. Le pacte tacite entre Camille et Julien marqua un tournant silencieux. Rien ne fut officialisé, rien ne fut précipité. Mais une nouvelle dynamique s'installa. Julien resta à Lyon, loua un petit appartement près du parc de la Tête d'Or, loin du faste auquel il était habitué. Il voulait être accessible, disponible, prêt. Camille, fidèle à sa parole, ne l'empêcha pas de s'approcher, mais elle veillait à chaque pas, attentive à la moindre faille. Un après-midi de fin de semaine, elle l'invita à la rencontrer dans un salon de thé discret, pendant que Hugo était chez un camarade. Elle avait une enveloppe à la main, épaisse. Julien comprit aussitôt ce qu'elle contenait. Le silence entre eux pesa une minute entière. « J'ai pris rendez-vous, dit-elle finalement, pour un test, si c'est ce que tu veux. Mais je veux des garanties. Lesquelles? Que tu accepteras le résultat, quel qu'il soit, et que tu ne feras rien pour perturber sa vie. S'il est ton fils, tu entreras doucement. S'il ne l'est pas, tu partiras, sans drame. » Julien acquiesça. Il n'avait même pas besoin d'y réfléchir. « Je veux ce test, Camille. Pas pour avoir raison, pour savoir où commencer. » Ils fixèrent une date. L'échantillon serait prélevé dans un laboratoire spécialisé, en toute confidentialité. Camille accompagnerait Hugo, lui présenterait la démarche comme un simple bilan de routine, sans plus. Julien, de son côté, se rendrait seul en amont. Le processus serait rapide. Mais l'attente des résultats, elle, serait longue. 10 jours de silence suspendu. Pendant cette période, Julien tenta de continuer ses visites à l'école en tant que bénévole. Il assista à quelques ateliers, discuta avec les enseignants, apporta du matériel. Il croisait parfois Hugo par hasard. Le garçon ne savait rien, bien sûr, mais une étrange familiarité semblait déjà se nouer dans ses regards furtifs. Julien ne lui parlait pas. Il se contentait d'être là, disponible. Les nuits, cependant, étaient plus rudes. Il se réveillait souvent, hanté par des scénarios opposés. Et s'il n'était pas le père?
Et si tout cela n'était qu'une ressemblance troublante, une illusion nourrie par la culpabilité? Pouvait-il supporter un second rejet, cette fois biologique? Et à l'inverse, si le test confirmait ce qu'il pressentait, serait-il capable d'endosser ce rôle de père après tant d'années d'absence? L'angoisse s'entremêlait à l'espoir. Il n'avait pas de certitude, il n'avait que ce sentiment brut. Il voulait appartenir à ce lien, qu'il soit du sang ou de l'âme. Camille, de son côté, gardait ses distances. Ils se parlaient, peu par message, uniquement pour organiser les démarches. Mais une tension nouvelle s'était installée, moins hostile, plus fragile. Lorsqu'elle le croisait à la sortie de l'école, elle ne tournait plus les yeux. Elle restait là, droite, silencieuse. Ils se saluaient d'un regard, parfois d'un mot. Le jour où les résultats arrivèrent, Julien reçut un appel du laboratoire. Il s'était isolé, comme convenu, dans son appartement. Le médecin, lui, demanda s'il était prêt à entendre la conclusion. Julien ferma les yeux. « Allez-y ». Le silence au bout du fil fut bref. Puis la voix neutre du médecin annonça ce qu'il savait déjà, mais qu'il n'osait formuler. Le test confirme. Une paternité biologique à plus de 99,9%. Hugo est votre fils. Julien ne répondit pas tout de suite. Il resta là, téléphone à l'oreille, incapable de parler. Ce n'était pas un soulagement, ce n'était pas une victoire. C'était une secousse, une vérité absolue, impossible à ignorer. Il remercia, d'une voix blanche, raccrocha, puis s'assit lentement. Il sentit les larmes monter inattendues, pas des larmes de tristesse ni de joie, des larmes de vertige. Il avait un fils, il avait raté 6 ans de sa vie, et il venait d'entrer dans un monde nouveau où chaque geste comptait. Le soir, Camille vint frapper à sa porte. Elle savait que les résultats étaient disponibles. Elle entra, s'assit sans un mot. Julien lui tendit le papier plié en deux. Elle le lut lentement puis hocha la tête. « Je le savais, dit-elle, depuis toujours. Mais j'avais besoin que toi, tu le saches, pour de bon. » Julien murmura. « Je suis désolé. » « Ça ne suffit pas, Julien. Ce n'est pas de pardon qu'il s'agit. C'est de présence, de constance. Alors je serai là, comme je n'ai jamais su l'être. » Elle le regarda longuement. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, mais il n'y avait pas encore de confiance non plus. Seulement une brèche, une ouverture, un possible. « On verra, » dit-elle simplement. Puis elle se leva et s'en alla, mais elle ne claqua pas la porte. Julien avait désormais une certitude biologique. Hugo était son fils. Mais la vérité du sang n'effaçait pas les années d'absence ni les douleurs accumulées. Elle ne suffisait pas à réparer ce qui avait été brisé, ni à bâtir du jour au lendemain une relation qui exigeait bien plus que de l'ADN. Le papier qu'il tenait entre ses mains était un point de départ, pas une victoire. Et c'était là la leçon la plus difficile à accepter. Savoir n'était pas suffisant. Il fallait devenir. Camille, fidèle à sa parole, n'avait pas fermé la porte. Mais elle ne l'avait pas ouverte non plus. Depuis la révélation du test, elle gardait une distance prudente. Elle avait accepté de le revoir une fois, dans un parc où Hugo jouait avec d'autres enfants. Julien était resté à l'écart, assis sur un banc, le regard fixe. À un moment, l'enfant s'était approché de lui, curieux de ce visage qu'il semblait reconnaître sans comprendre pourquoi. Julien avait simplement souri. Hugo lui avait rendu un sourire timide, puis était reparti en courant. « Il ne te connaît pas », avait dit Camille, après un long silence. « Il n'a aucune idée de ce que tu représentes. » Julien avait hoché la tête sans répondre. « Tu ne peux pas débarquer dans sa vie comme une évidence. Il va falloir du temps, et beaucoup de preuves. » Ces mots, Julien les entendait comme un verdict. Et pourtant, il les acceptait. Il savait que Camille avait raison. Ce qu'il avait perdu ne se rattrapait pas en quelques semaines. Il fallait réapprendre tout, se réinventer, se rendre digne. Il décida alors de structurer sa présence. Il proposa à Camille d'aider à la bibliothèque de l'école, non pas pour être proche de Hugo, mais pour participer à son environnement, sans pression. Il assista à des réunions de parents, prit part à des ateliers éducatifs, toujours avec retenue. Les autres parents commencèrent à le reconnaître, à l'intégrer doucement. Il n'était plus l'homme d'affaires inaccessible. Il devenait Julien, un homme présent, attentif. Peu à peu, Hugo remarqua cette figure récurrente, d'abord comme un visage parmi d'autres, puis comme un adulte qui racontait de belles histoires,
qui construisait des maquettes avec patience, qui riait discrètement aux blagues des enfants. Il n'y avait pas encore de lien clair, mais une curiosité s'installait. Et Julien, de son côté, apprenait à apprivoiser ce rôle nouveau. Il ne cherchait plus à combler le passé, il voulait construire le présent. Camille observait tout cela de loin. Elle ne disait rien, ne commentait pas. Mais un jour, elle invita Julien à prendre un café après l'école. Ils s'assirent sous un arbre dans un square tranquille. « Tu es en train de faire ce que je pensais impossible, dit-elle. Je ne veux rien forcer, répondit-il. Je veux juste qu'il sache que je suis là, qu'il le sente. » Il commence à poser des questions, sur toi, sur ta présence. Julien sentit son cœur battre plus fort. « Et tu lui dis quoi ? Que tu es un ami, pour l'instant. » Il ne comprend pas encore, mais il ressent quelque chose. « Je le vois. » Un silence s'installa. Camille ajouta plus bas, « Je te vois aussi, Julien, et ce que je vois, ce n'est plus l'homme d'avant. » Il ne répondit pas. Il savait que ces mots, dans sa bouche, valaient un bien plus qu'un pardon. C'était une reconnaissance, un début de confiance. Ce soir-là, il rentra chez lui avec une sensation nouvelle. Il n'était plus un homme qui cherchait à réparer. Il était un homme qui bâtissait, chaque jour, chaque geste. Il se surprenait à penser à l'avenir, aux lectures du soir, aux devoirs à deux, aux parties de ballon au parc, non pas comme des fantasmes lointains, mais comme des possibles réels, concrets. Un samedi matin, alors qu'il quittait la bibliothèque de l'école, Hugo l'attendait dehors. Camille n'était pas encore arrivée. L'enfant le regarda droit dans les yeux. « Tu viens souvent ici, dit-il. » Julien sourit. « Oui, j'aime bien les livres, et les enfants malins comme toi. » Hugo réfléchit. Quitte, puis demanda, « Tu veux être mon copain ?» Julien sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla à sa hauteur. « J'aimerais beaucoup, si tu veux bien. » Hugo hocha la tête, puis lui tendit la main. Julien la serra, doucement. À ce moment précis, il sut que quelque chose avait changé. Ce n'était pas encore une déclaration, ce n'était pas une reconnaissance, mais c'était un début. Et les débuts, parfois, valent plus que toutes les réparations. Les semaines qui suivirent furent faites de gestes simples, de silences respectés, de présences qui devenaient habitude. Julien, sans chercher à précipiter quoi que ce soit, trouvait peu à peu sa place dans le quotidien de Hugo. Il ne s'imposa jamais. Il attendit d'être invité, regardé, écouté. Et peu à peu, l'enfant l'intégra à ses repères. Il ne savait pas encore formuler ce lien naissant, mais il le ressentait. Julien, pour lui, était un adulte différent. Il ne donnait pas d'ordre, il n'interrogeait pas trop, mais il était là. Et cela suffisait. Camille observait. Elle voyait Hugo s'ouvrir à ce nouvel homme, sourire plus souvent, poser plus de questions. Elle voyait Julien apprendre, à écouter, à ralentir, à accueillir l'imprévu. Cela ne guérissait pas le passé. Rien n'effaçait les années de solitude, les nuits d'angoisse, les décisions prises sans soutien. Mais une chose naissait réelle, une volonté de faire mieux, ensemble, et cela valait toutes les excuses du monde. Julien proposa un jour de venir raconter une histoire à la classe de Hugo. Il apporta un vieux livre qu'il avait lu enfant, un récit d'aventures et de découvertes. Les enfants écoutèrent, captivés. Hugo, assis au premier rang, le regardait avec une intensité nouvelle. À la fin, il se leva et demanda « Tu en as d'autres, des histoires comme ça ?» Julien rit doucement. « J'en ai plein, et si tu veux, je peux t'en raconter une chaque semaine. » Camille, qui observait depuis le fond de la salle, ne dit rien, mais ses yeux s'embuaient. Peu à peu, Julien fut invité à participer à des événements scolaires, fêtes, kermesses, ateliers de création. Il s'impliquait avec discrétion, mais avec constance. Il apprit à reconnaître les amis de Hugo, à comprendre ses préférences, ses petits rituels. Il ne cherchait pas à se substituer à quoi que ce soit. Il voulait être une présence fiable, un repère nouveau. Un soir, alors qu'il raccompagnait Camille et Hugo après une fête d'école, Hugo prit sa main sans prévenir. Julien sentit un frisson le parcourir. Il la serra doucement, sans rien dire. Camille, à sa droite, tourna la tête. Il lui sembla qu'un sourire discret s'était formé sur ses lèvres. « Il t'aime bien, dit-elle plus tard, une fois Hugo endormi. » Julien hocha la tête. « Je l'aime bien, moi aussi. Tu fais du bon travail. » Il la regarda, touché. « C'est pas un travail, Camille. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début.
Elle ne répondit pas. Mais ce silence n'était plus un mur, c'était une acceptation, une reconnaissance, implicite. Les dimanches devinrent des moments à trois. Des promenades au parc, des petits déjeuners tardifs, des musées, des lectures partagées. Julien racontait des souvenirs d'enfance, non pas pour impressionner, mais pour offrir un bout de lui à Hugo. Camille restait vigilante, mais elle n'avait plus peur. Elle voyait en Julien un homme transformé. Il n'avait pas renié son passé. Il l'avait regardé en face et avait choisi de changer. Un jour, Hugo tomba malade. Rien de grave, une simple fièvre. Mais Julien fut le premier à se proposer pour aller chercher les médicaments, préparer une soupe, rester pour veiller s'il le fallait. Camille le laissa faire. Elle n'aurait jamais imaginé cela autrefois. Julien, assis au bord du lit, lisant une histoire pendant que Hugo somnolait. Le lien se tissait sans éclat, sans promesse grandiloquente. Un lien fait de gestes concrets, de fidélité silencieuse. Julien ne parlait pas d'avenir. Il vivait le présent avec humilité. Et Camille, elle aussi, changeait. Elle riait plus souvent, s'autorisait à se reposer, à déléguer. Elle acceptait peu à peu l'idée qu'elle n'était plus seule, qu'elle n'avait plus à porter tout le temps. Un soir, après avoir accompagné Hugo qui s'était endormi dans la voiture, Julien resta un instant devant la porte. « Je voulais te remercier, dit-il à Camille. »« De quoi ?»« De me laisser exister maintenant, de me laisser apprendre. » Elle le regarda longuement puis murmura « Tu ne serais pas là si je ne voyais pas que tu apprends. » Et ce fut là, dans cette phrase simple, que Julien comprit. La rédemption n'était pas un pardon, c'était une reconstruction. Et ils étaient en train de la bâtir, ensemble. Le printemps suivant, l'école de Hugo organisa son traditionnel récital de fin d'année. Chaque classe préparait un petit spectacle, chansons, pièces de théâtre, lecture. C'était l'un des événements les plus attendus par les enfants et leurs familles. Camille, comme chaque année, s'était portée volontaire pour aider à la coordination. Cette fois, pourtant, quelque chose avait changé. Pour la première fois, Julien était aussi de la fête. Il s'était impliqué dès les premières réunions, aidant à construire les décors, à organiser la logistique, à calmer les tensions de dernière minute. Il ne cherchait pas les projecteurs. Il travaillait en coulisses, mais tous savaient qu'il était là. Et Hugo, surtout, savait. Depuis quelques semaines, le lien entre l'enfant et l'homme s'était renforcé. Ce n'était plus une simple curiosité ou une amitié floue. C'était une présence attendue, recherchée. Hugo posait de plus en plus de questions sur le passé, sur la vie de Julien, sur Paris, sur les hôtels. Julien répondait avec sincérité, sans enjoliver. Il lui racontait aussi ses erreurs, ses doutes, ses absences. Il voulait qu'Hugo sache, non pour le faire souffrir, mais pour l'ancrer dans la vérité. Le jour du récital arriva sous un ciel clair, presque symbolique. Les parents prenaient place dans la salle municipale décorée de guirlandes colorées. Les enfants s'agitaient en coulisses, excités et nerveux. Julien arriva en avance, prit place discrètement au milieu de la foule. Camille vint s'asseoir à ses côtés. C'était la première fois qu'ils se présentaient ensemble à un événement public. Il n'y eut pas d'échange théâtral ni de gestes appuyés, juste un regard. Une présence. La classe de Hugo entra en scène. Ils portèrent des costumes simples, fabriqués à la main. Hugo tenait un petit micro, visiblement chargé de faire l'introduction du numéro. Julien le regardait, le cœur battant. L'enfant jeta un coup d'œil dans la salle, trouva leur visage. Il sourit. Puis il prit la parole d'une voix claire. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une histoire qu'on a inventée ensemble. C'est l'histoire d'un garçon qui découvre que certaines vérités prennent du temps à arriver, mais qu'elles changent tout. » Il marqua une pause, regarda Julien, puis ajouta « Et je veux dédier cette histoire à mon papa, parce que je sais qui il est maintenant. » Un frisson parcourut la salle. Le mot avait été prononcé sans hésitation, sans explication, juste, avec la clarté de l'enfance. Julien sentit un nœud se défaire dans sa gorge. Il cligna des yeux bouleversés. À ses côtés, Camille serra doucement sa main. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Le spectacle continua. Rires, applaudissements, chansons maladroites. Mais rien ne parvint à effacer ce moment. Après la représentation, les familles se retrouvèrent dans la cour. Hugo courut vers eux, sa fierté éclatante. Il sauta dans les bras de Julien. « Tu as entendu ?»« Oui, mon grand. J'ai entendu. » Camille les regardait debout un peu en retrait. Julien la rejoignit, Hugo toujours accroché à lui.
Merci, souffla-t-il. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci, répondit-elle. C'est à lui. C'est lui qui a ouvert la porte. Julien hocha la tête, il le savait. Il ne serait jamais un père parfait, mais il serait un père présent, un homme debout, un homme vrai. Ils quittèrent l'école ensemble, main dans la main, les trois. Ce n'était pas une fin. Ce n'était même pas un recommencement. C'était un présent en marche, un futur à bâtir, sans promesses excessives, mais avec un amour enfin libéré de la peur. Et dans cette simplicité, il y avait tout.